Le burn-out est un concept qui a été introduit pour la première fois en 1974 par le psychothérapeute américain Freudenberger. Il voulait décrire l'épuisement au travail de professionnels de l'aide et du soin qu'il avait notamment constaté dans un centre d'aide aux toxicomanes. Au début des années 80, Christina Maslach a étudié plus en détail cet épuisement qui survenait en milieu professionnel. Elle l'a analysé dans les domaines sociaux, de la santé et de l'enseignement. Au départ, le burn-out était donc surtout associé aux métiers d'aide et de soins, mais il s'est ensuite progressivement étendu à tous les travailleurs et types de travail. Par ailleurs, il reste actuellement dans la littérature considéré comme exclusivement lié au travail, même si certains auteurs l'étendent au-delà, par exemple dans le domaine de la parentalité. Ce sont donc les travaux de Christina Maslach qui servent de référence pour définir le burn-out. Elle a en effet développé une échelle de mesure, le Maslach Burnout Inventory, en se basant sur des entretiens. L'élaboration de cette échelle lui a permis de mettre en évidence 3 dimensions principales du burn-out, sur lesquelles elle a basé sa définition. Selon ce modèle, qui est toujours largement utilisé à l'heure actuelle, le burn-out est donc un syndrome qui comporte 3 dimensions. La première dimension est l'épuisement émotionnel, c'est-à-dire une fatigue extrême que les temps de repos ne suffisent plus à compenser. La fatigue devient alors chronique. La personne se sent à bout à la fin de sa journée, a l'impression de travailler trop dur ou se sent fatiguée avant même de commencer sa journée. La deuxième dimension est la dépersonnalisation, autrement dit le cynisme. C'est une attitude négative, indifférente par rapport au travail. La personne ne se soucie plus de ce qui arrive à ses patients ou clients, est devenue insensible aux autres. Cette dimension peut être considérée comme une stratégie d'adaptation de la personne vis-à-vis des pressions ressenties. Et la dernière dimension serait la baisse de l'accomplissement personnel. La personne se sent inefficace et se dévalorise. Elle a l'impression de ne rien faire qui en vaut la peine. Cette définition est donc principalement symptomatique. La première définition du burn-out a ainsi été basée sur un instrument de mesure, le Maslach Burnout Inventory. Depuis, plusieurs auteurs ont proposé leur propre définition, mais il n'y a pas de consensus scientifique en la matière, ni sur la manière de diagnostiquer le burn-out, et il y a donc plusieurs définitions qui coexistent. Il n'est en effet pas repris en tant que tel dans les classifications médicales. On peut cependant constater qu'il est très proche d'autres troubles qui y sont définis. Dans la CIM-10, il y a notamment la clé diagnostique ZT3.0, syndrome d'épuisement, qui se retrouve dans la rubrique troubles liés aux difficultés à gérer sa vie au sein des codes Z, à savoir les facteurs influents sur l'état de santé et les motifs de recours aux services de santé. Dans la CIM-10, on retrouve également le code F48.0, la neurasthénie, qui se caractérise principalement par une fatigue mentale ou physique. Le DSM décrit aussi un trouble de l'adaptation avec inhibition au travail qui est fort proche du burn-out, à l'exception d'une persistance des symptômes après la disparition du facteur responsable du stress de départ. Et enfin, dans le DSM-4, il y a aussi la catégorie V62, qui correspond à un problème professionnel non lié à une pathologie mentale. Le diagnostic du burn-out est donc un diagnostic d'exclusion, pour lequel il faut avant tout exclure les autres pathologies mentales et somatiques possibles. Enfin, le burn-out a été intégré en mai 2019 dans la nouvelle classification des maladies de l'OMS, CIM-11, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Il est inscrit dans la section consacrée aux problèmes associés à l'emploi ou au chômage sous le code QD85. Il y est décrit comme un syndrome résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès et qui se caractérise par 3 éléments. Un sentiment d'épuisement, du cynisme ou des sentiments négativistes liés à son travail et une efficacité professionnelle réduite. Le registre de l'OMS précise que le burn-out fait spécifiquement référence à des phénomènes relatifs au contexte professionnel et ne doit pas être utilisé pour décrire des expériences dans d'autres domaines de la vie. Étant donné cette absence de diagnostic officiel et la présence de multiples définitions dans la littérature, le Conseil supérieur de la santé a proposé sa propre définition du burn-out, qu'il définit comme
un processus multifactoriel qui résulte de l'exposition prolongée, c'est-à-dire de plus de 6 mois, en situation de travail, à un stress persistant, c'est-à-dire un manque de réciprocité entre l'investissement, les exigences du travail, la demande, et ce qui est reçu en retour, les ressources ou encore un déséquilibre entre les attentes et la réalité du travail vécu. Ce déséquilibre provoque un épuisement professionnel, à la fois émotionnel, physique et psychique, c'est-à-dire une fatigue extrême que les temps de repos habituels ne suffisent plus à soulager et qui devient chronique. L'individu a le sentiment d'être totalement vidé de ses ressources. Cet épuisement a finalement un impact sur le contrôle de ses émotions, ce qui provoque une irritabilité, de la colère, des pleurs, mais aussi sur le contrôle de ses cognitions, ce qui provoque des problèmes d'attention, de mémoire ou de concentration. Ces problèmes peuvent alors eux-mêmes provoquer des changements dans les comportements et les attitudes. Notamment, la personne se détache et devient cynique. Il s'agirait en fait d'une mesure d'adaptation qui est inefficace face aux exigences auxquelles la personne ne sait plus faire face. Progressivement, elle se désengage de son travail, diminue son investissement et met son entourage à distance, voire développe des conceptions péjoratives à propos des personnes avec qui elle travaille. On parle alors de distanciation mentale, mais cette distance finit par former elle-même un problème. Cela résulte en effet en un sentiment d'inefficacité professionnelle, une diminution de l'accomplissement personnel au travail, une dévalorisation de soi. La personne ne se sent plus efficace dans son travail. Par ailleurs, on constate que cet état d'esprit n'est souvent pas remarqué par le travailleur pendant un long moment. Plusieurs facteurs contribuent à l'apparition d'un burn-out. Il s'agit en effet du résultat de la rencontre entre un individu particulier et une situation de travail dégradée dans un environnement social spécifique. Le burn-out est en effet avant tout lié à notre modèle de société, qui est basé sur la performance. Par ailleurs, les facteurs liés au travail sont des déterminants plus importants que les caractéristiques individuelles. Mais le burn-out est avant tout lié aux évolutions récentes de la société, qui sont de plusieurs types. Le modèle de société actuel est caractérisé par l'intensification de la production, qui va de pair avec une exigence d'intensifier sa propre implication dans l'activité. Il faut être à disposition de l'entreprise, en effaçant les distinctions entre temps de travail et temps hors travail. Les rôles et les tâches sont aussi multipliés et peuvent entrer en conflit. Niveau du temps à partager, mais aussi des influences réciproques, des attentes qui peuvent être différentes dans les différents rôles, etc. De manière générale, tout cela fait que la pression du temps augmente. D'autre part, on voit aussi que l'individualisme se renforce dans une société qui a perdu ses réseaux sociaux traditionnels et où les relations sociales se basent davantage sur la concurrence que sur la solidarité. Il y a aussi une pression pour tendre vers l'excellence et l'individu est considéré comme seul responsable de ses succès et échecs dans tous les domaines, que ce soit pour les aspects financiers, relationnels, éducatifs ou aussi pour la santé. Les moyens de communication modernes exigent aussi des réactions immédiates et de manière continue, une disponibilité et une flexibilité, et les frontières entre vie privée et professionnelle finissent par disparaître. Et enfin, il y a une pression pour être toujours plus performant. La réussite a de plus en plus de place dans le sens que l'on donne à sa vie. Il faut toujours faire plus et mieux au travail, mais aussi dans les loisirs, qui doivent toujours apporter de nouvelles expériences. La quantité devient plus importante que la qualité. On a de moins en moins d'influence sur les critères d'un travail bien fait, ce qui peut amener des sentiments de perte du sens du métier. Selon la plupart des recherches, les caractéristiques de l'environnement de travail sont donc des déterminants plus importants du burn-out que les caractéristiques individuelles. On constate cependant au niveau individuel qu'il y a une vulnérabilité biologique, notamment au stress, via des spécificités génétiques ou épigénétiques. Les risques de burn-out ne sont pas non plus les mêmes en fonction des caractéristiques démographiques. Ainsi, le burn-out affecte davantage les plus jeunes travailleurs et les personnes célibataires, surtout si ce sont des hommes. Les personnes qui ont un niveau d'études plus élevé semblent aussi être plus sensibles au burn-out, probablement parce qu'elles occupent des postes à plus forte responsabilité. Le genre ne semble pas jouer de rôle important dans l'apparition d'un burn-out. Enfin,
Plusieurs traits de personnalité peuvent aussi être des facteurs de risque. Par exemple, une personnalité anxieuse, hostile et dépressive aura plus de risques de développer un burn-out, ce qui correspond en fait au neuroticisme, une tendance à percevoir, construire et ressentir la réalité et les événements comme menaçants, pénibles et problématiques. Les personnes avec une faible estime de soi, une tendance au perfectionnisme ou un caractère consciencieux seront aussi plus propices à développer un burn-out, comme celles qui basent leurs actions sur le feeling plutôt que sur la réflexion. Ces personnes vont par exemple chercher une activité distrayante ou relaxante face à une situation problématique plutôt que de chercher de l'information pour résoudre le problème. Les stratégies d'adaptation aux situations stressantes passives ou d'évitement, plutôt qu'actives ou combatives, sont aussi des facteurs de risque. C'est-à-dire les personnes qui vont avoir tendance à nier le problème plutôt que de développer un plan d'action pour le résoudre. De même que les personnes qui ont tendance à attribuer la cause des événements à des facteurs extérieurs plutôt qu'à elles-mêmes. Par exemple, qui attribuent un échec à un examen aux questions qui étaient mal posées plutôt qu'à leur concentration, ou qui ont des attentes peu réalistes sur la nature du travail ou leur performance. Enfin, d'autres caractéristiques personnelles pourraient aussi intervenir ou être facteurs de risque ou de protection en fonction du contexte dans lequel elles se manifestent, comme le sentiment d'efficacité, la stabilité émotionnelle, l'extraversion, l'optimisme ou encore la personnalité proactive. Enfin, le burn-out se définit évidemment dans un contexte professionnel et organisationnel particulier. Il résulte en effet d'une exposition prolongée à un ensemble de facteurs qui sont spécifiques à chaque métier et situation professionnelle. Ces facteurs provoquant un déséquilibre entre les ressources dont dispose l'individu et les exigences de son travail. Dans chaque situation de travail, il y a donc à la fois des facteurs organisationnels qui constituent des risques, des contraintes et d'autres qui sont plutôt des ressources, des facteurs de protection. L'ensemble de ces facteurs peut être organisé en 4 types différents. Les facteurs liés aux tâches, à la croissance, à l'organisation et aux relations interpersonnelles. Les facteurs liés aux tâches sont notamment la charge de travail, qui peut être perçue comme trop importante, la charge émotionnelle, le contrôle que l'on a sur ces tâches, les moyens mis à disposition, les conflits de rôle, les interférences entre vie privée et vie professionnelle, le type de feedback, l'autonomie, la variété dans les tâches ou encore l'utilisation des compétences. Ces facteurs peuvent être des ressources qui protègent le travailleur, mais ils peuvent aussi devenir des contraintes qui vont mener l'individu au burn-out. On retrouve la même idée au niveau des facteurs propres à l'organisation et aux possibilités d'évolution des travailleurs, qui peuvent être tant des ressources que des contraintes. Il est notamment important d'assurer une juste reconnaissance du travail. Le burn-out est en effet lié à un déséquilibre fort entre ce que l'individu investit et ce qu'il reçoit en retour. Pour que l'équilibre soit maintenu, il faut avoir un sentiment de réciprocité, notamment en termes de reconnaissance et particulièrement par rapport à ce que donnent et reçoivent en retour ses collègues. Il faut donc être transparent et équitable dans les processus de reconnaissance de chacun. Enfin, dans l'organisation, il est important que le travailleur puisse participer aux prises de décision. Son avis doit pouvoir être écouté et pris en compte. Enfin, dans la catégorie des facteurs interpersonnels, il y a principalement le soutien social, qui est très important comme facteur de protection. Ce soutien social est conditionné par la qualité des relations interpersonnelles avec les collègues et les supérieurs hiérarchiques, par la solidarité et la confiance existantes entre les personnes, par leurs compétences et leur disponibilité, par la reconnaissance du travail accompli, mais aussi par l'existence de groupes ou d'espaces de discussion et de régulation pour les travailleurs.